Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Aujourd'hui, je commence une série de vidéos qui explique ce qui fait la puissance des nations, des pays, des États et des civilisations. Quand on lit un livre de géopolitique ou qu'on regarde une vidéo sur la géopolitique, on a souvent l'impression qu'il manque quelque chose, que les auteurs ne nous informent pas sur ce que sont les lois de la géopolitique de façon à ce qu'on puisse comprendre l'ensemble de ce qu'ils disent. Or, c'est pour compenser cette lacune que j'ai écrit le livre qui s'appelle « Vivre dans un univers qui s'éteint », qui est disponible sur Amazon.ca et qui est à la base de toutes les vidéos que je fais sur la géopolitique. Si les gens veulent en savoir plus sur ce que j'ai à dire, ils n'ont qu'à lire le livre. Le titre de ce livre est à prendre au pied de la lettre, étant donné que c'est notre univers qui s'éteint. Dans notre univers, l'énergie, elle tend naturellement à se disperser, à se dégrader. C'est sa nature, c'est la deuxième loi de la thermodynamique. Il y a toujours des pertes qu'on ne peut pas compenser, qu'on ne peut pas effacer. À chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a des pertes. Et c'est même vrai quand on ne fait rien, qu'on laisse le temps passer. On l'a bien vu quand on a découvert le trésor de Toutankhamon qui était dégradé, même s'il avait passé plusieurs milliers d'années dans l'inaction totale. Tout ce qui vit, tout ce qui survit dans notre univers est donc obligé de produire d'accumuler des petits profits pour pouvoir compenser les pertes en question. Et c'est le temps qui nous permet de multiplier les petits profits qui a créé les gros profits qui ont permis à tous nos ancêtres de survivre pendant 4 milliards d'années dans un univers où tout avait naturellement tendance à se dégrader. Il s'agit ici de quelque chose de tout à fait fondamental. Et pour quelqu'un qui, par exemple, vit dans une plaine, il faut toujours éviter de multiplier les dépenses d'énergie en montant inutilement des côtes. Ou il faut éviter d'allonger les trajets en se dirigeant de préférence en ligne droite. Et ça, c'est valable à toutes les échelles. Par exemple, quelqu'un qui vit à Montréal, un piéton ou un cycliste, va éviter de monter inutilement la côte de la rue Berry, par exemple, parce que ça coûte de l'énergie, c'est fatigant de monter, à moins, bien sûr, qu'on ait un profit à faire en le faisant. À plus grande échelle, le Mont-Royal, qui est une forêt complètement vide depuis 400 ans, est situé à quelques centaines de mètres du centre-ville de Montréal, qui est surpeuplé. À plus long terme, la ville de Montréal s'est développée dans une plaine, dans les basses terres du Saint-Laurent, à la fin de la navigabilité du fleuve Saint-Laurent. Le Montréal, c'est-à-dire là où il y a les rapides de la Chine. Montréal est donc situé à un point d'étranglement du commerce international et national. Toute la richesse du pays se dirige vers Montréal et ensuite peut suivre le fleuve Saint-Laurent qui est navigable jusqu'aux océans. Il y a d'autres trucs qui permettent d'économiser de l'énergie ou d'éviter d'en perdre. Il suffit d'obéir aux autres lois de l'univers. Par exemple, toutes les symétries de notre univers. On le voit dans le cas des plantes, on le voit quand on ouvre par exemple un citron, les symétries sont évidentes. Chez les animaux, tous les animaux volants par exemple ont des ailes qui sont réparties selon une symétrie bilatérale. Les êtres humains ont 2 jambes, 2 bras, 2 yeux, 2 oreilles qui sont sur une symétrie bilatérale également. C'est également vrai dans les villes industrielles où on voit des rues en damier et des édifices parfaitement linéaires avec des murs à angle droit. Dans le cas des animaux, des plantes et des cellules, tout ce qui est vivant, dans le cas des plantes, les plantes sont productrices d'énergie. Elles captent l'énergie du soleil qui tombe naturellement sur leurs feuilles. Les plantes sont donc ordinairement sédentaires parce qu'elles produisent de l'énergie. Inversement, les animaux, eux, consomment de l'énergie. Ce sont des prédateurs qui volent la production de nourriture des autres animaux ou des plantes et qui bougent pour vaincre les obstacles de façon à aller chercher les réserves en question. Les animaux, beaucoup d'animaux sont également capables de produire de l'énergie par le travail. C'est le cas des humains, c'est évident. Dans le cas des castors avec leur barrage, des fourmis, des abeilles, etc. Notons que les lois de la géopolitique s'appliquent à toutes les espèces, à tous les pays et à toutes les époques.
Puisque nous allons maintenant parler des êtres humains qui ont toujours vécu dans des sociétés plus ou moins larges et développées, il importe de mentionner que ça a toujours été les individus, les familles et les régions d'un pays qui produisaient l'essentiel de sa richesse et que l'État se contentait de la dépenser. On le voit bien de nos jours avec la dénatalité que les gouvernements sont absolument incapables de contrer. Quand les populations ont décidé de faire moins d'enfants, il y a simplement moins d'enfants dans le pays. L'énergie et la richesse ont toujours été rares, surtout à la préhistoire, c'est-à-dire à l'époque où la massue était encore une arme secrète. Il suffit de s'asseoir dans une forêt, comme je l'ai fait, et de se demander qu'est-ce que je vais manger de ce qui est autour de soi, de nous, pour comprendre que nos ancêtres avaient énormément de mal à trouver ce qu'il fallait pour survivre. Et c'est la principale raison pour laquelle il est à peu près certain que nos ancêtres ont mangé les autres espèces humaines qui ont disparu parce qu'il ne fallait tout simplement pas gaspiller le peu de viande qu'on trouvait sur le territoire. À la préhistoire, il y avait un autre phénomène intéressant, c'est que toute tribu qui accroissait le nombre de ses enfants, c'était l'équivalent d'une déclaration de guerre par ses voisins, pour ses voisins, parce que plus il y avait d'enfants, plus ça garantissait qu'ils attaqueraient à l'avenir. Comme les groupes humains vivent en société, ils ont tous des frontières. Or, c'est parce que l'énergie et la richesse sont rares que les frontières sont un phénomène absolument universel dans tout le monde vivant. C'est faux qu'on peut se débarrasser sans problème des frontières d'un pays. Les frontières servent à protéger la richesse accumulée par un peuple. C'est vrai pour les bactéries qui ont une membrane cellulaire, on le voit, c'est à tous les niveaux. C'est vrai pour les individus qui ont une peau ou une carapace. C'est vrai pour les familles qui ont toutes des maisons, presque toutes des maisons avec des clôtures, des portes, des serrures, des fenêtres qu'on peut fermer pour protéger la richesse accumulée. C'était vrai pour les villes antiques, c'est vrai pour les peuples, etc. Dans une plaine ou dans une vallée, les êtres humains peuvent facilement se mélanger au point de former des peuples plus ou moins homogènes. Ailleurs, c'est-à-dire là où les obstacles naturels sont plus importants, des océans, des déserts, des montagnes comme l'Himalaya, les peuples ont tendance à avoir des personnalités bien différentes les unes des autres. Plus les obstacles géographiques sont importants et plus les peuples ont une personnalité marquée. Les deux phénomènes sont corrélés. On le voit très bien dans le cas des races humaines où qui sont clairement séparées par des frontières naturelles comme l'Himalaya, le Sahara ou des océans. On peut passer à travers ces obstacles-là, mais c'est très coûteux et très peu de gens peuvent le faire parce que c'est coûteux et parce que ça demande de la technologie. Au niveau des peuples également, il y a beaucoup de peuples qui ont survécu depuis le début de l'histoire écrite, et même bien avant, parce qu'ils étaient protégés par des montagnes ou par d'autres obstacles géographiques importants. Et ces peuples-là, s'ils sont inclus dans un empire qui les conquiert, ils ont tendance à réapparaître quand cet empire-là disparaît. On l'a bien vu avec le Maghreb, qui dans le temps de l'Empire romain était déjà divisé dans les 3 régions qu'on voit présentement, c'est-à-dire la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. La Gaule est à peu près là où était la France. L'Hispanie d'autrefois est devenue l'Espagne. La Lusitanie est devenue le Portugal. Dans le temps des Romains, il y avait la Grèce, il y avait le Liban, l'Arménie, l'Arabie, etc. C'est la même chose pour les langues et les dialectes qui sont divisés par des accidents géographiques importants. Alors, par exemple, les Alpes divisent très clairement les langues latines et les langues germaniques. C'est corrélé. Pour ce qui est des langues latines qui ont été abandonnées lors de l'effondrement de l'Empire romain, les langues latines ont réapparu à cause de la géographie. Et elles sont divisées par les Alpes et les Pyrénées. L'isolement fait apparaître les langues et les dialectes. On sait ça de façon certaine depuis les études de Cavalli-Sforza, qui a montré qu'il y avait une corrélation forte entre la génétique des peuples et les langues. Pour ce qui est des frontières naturelles qui sont plus ou moins ouvertes là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la géographie, c'est quelque chose de très complexe qui a plusieurs causes. Ça peut être des mouvements tectoniques, ça peut être l'assèchement de certaines régions ou simplement la montée de l'océan.
C'est n'importe quoi la géographie. Alors les peuples s'installent là-dedans et se défendent comme elles le peuvent. Alors quand les frontières naturelles sont plus ou moins ouvertes, elles peuvent être fermées artificiellement par les hommes pour protéger leur économie et leur réserve de richesse. Alors ce que font les peuples dans ce temps-là, c'est qu'ils installent une armée ou un poste frontière au point d'étranglement où tout le monde est obligé de passer. Alors, si c'est une route stratégique, ils mettent un château fort à côté de la route stratégique, alors personne ne peut passer sans leur permission. C'est la même chose avec une oasis dans un désert. Même si on peut contourner facilement l'oasis, on continue d'avoir besoin de l'eau, on est obligé de passer par l'oasis, ce qui permet à un peuple de contrôler les traversées du désert. Pour ce qui est des murs, un mur comme la Grande Muraille de Chine, ça sert à empêcher les infiltrations d'individus, une immigration régulière. Mais ça ne peut pas empêcher une armée de passer, parce qu'il suffit de rassembler toute l'énergie d'une armée pour passer à un point précis de la frontière et personne ne peut empêcher une armée qui fait ça de passer. Alors, l'idée évidemment, quand on attaque une frontière ouverte, c'est pour aller voler la richesse d'autrui. Donc, quand un peuple augmente sa force, il a tendance à faire bouger sa frontière, c'est-à-dire à la faire avancer, et lorsque sa force diminue, il a tendance à reculer. On l'a parfaitement vu avec Rome et son empire, qui était défendu par un mur qui s'appelait Limès. On parle bien sûr de l'Empire romain d'Occident. Et quand Rome a atteint le maximum de ce qu'elle pouvait avancer, c'est-à-dire en produisant une armée qui permettait d'avancer, ça s'appelle de l'overstretching. Quand l'Empire romain a pu être capable d'avancer, il est devenu une proie, et c'est ce qui est arrivé quand il y a eu les grandes invasions qui ont détruit l'Empire romain d'Occident. Notons que quand il y a une guerre, les gens normaux parlent de stratégie, c'est-à-dire on va contourner l'armée ennemie, on va l'encercler par la gauche, par la droite, et les gens voient ça comme ça. Alors que les experts, eux, parlent essentiellement de logistique, c'est-à-dire les moyens techniques pour envoyer suffisamment d'énergie, d'armement, de nourriture à l'armée qui est rendue très éloignée de ses bases. Et quand on a atteint le maximum qu'on peut faire, c'est-à-dire l'overstretching dont je parlais, on atteint ce que Karl von Clausewitz, qui est un expert en polémologie, dans les guerres, il disait que quand un empire avait atteint son maximum de ce qu'il pouvait envoyer vers l'avant, il atteignait ce qu'on appelait le point culminant de l'attaque. Le meilleur exemple de ça, c'est le cas de Stalingrad, où les armées hitlériennes se sont arrêtées, puis ensuite ils ont été obligés de reculer. Alors c'était le point culminant de l'attaque des nazis, était à Stalingrad, en Russie. Puisqu'on parle du fait que les sociétés humaines ont des frontières, qu'elles sont obligées de les défendre pour protéger leurs richesses, en contrôlant les points d'étranglement par où passe le commerce et d'éventuels immigrants, il convient de mentionner qu'il y a des lois à l'immigration et à l'émigration des êtres humains. La première de ces lois-là, c'est que si les invasions et les guerres ont tendance à détruire les pays, à nuire aux populations, l'immigration a plutôt un effet positif sur les pays receveurs, à condition qu'elle soit lente et graduelle, de façon à permettre à l'économie du pays receveur d'absorber les nouveaux venus. La deuxième loi de l'immigration, c'est que l'immigration humaine a tendance à se faire des pays pauvres vers les pays riches. La troisième loi, c'est une question de distance et de nombre d'immigrants. Si l'immigration peut se faire à pied vers un pays proche, parce qu'on fuit des catastrophes naturelles ou une guerre, alors les immigrants peuvent être très nombreux. On l'a vu en 2015 quand 1,5 million de migrants syriens, en majorité syriens, se sont précipités vers l'Europe. Si par contre, le pays de destination est très loin, et surtout s'il s'agit d'un pays où le climat est très différent, très peu d'immigrants peuvent émigrer pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça coûte cher de couvrir une grande distance, ça prend des technologies, et ça prend surtout un temps d'adaptation assez long pour les gens qui viennent d'un pays différent. La quatrième loi de l'immigration, c'est qu'en général, quand le pays est très loin, l'argent qui permet de faire l'immigration vers le pays de destination
vient du pays de destination et non pas du pays d'origine. C'est-à-dire qu'un premier immigrant arrive dans le pays, travaille très fort, ensuite il fait des économies, il fait venir sa femme, ses enfants, puis ses cousins, puis ensuite les gens... Quand le filet d'immigration a commencé avec un individu, l'argent vient du pays de destination et c'est comme ça que ça se continue jusqu'à ce qu'il y ait une égalisation des richesses et du confort entre le pays de destination et le pays d'origine. On a un très bon exemple qui est connu, c'est celui du peuple québécois qui a quitté la douce France pour aller s'installer dans un pays de neige et de glace le long du fleuve Saint-Laurent. Les Québécois ont été tellement peu, les Français ont été tellement peu nombreux à venir s'installer au Québec et à y rester, à y laisser des descendants, que seulement 2600 colons français ont été à l'origine de 10 à 20 millions de Nord-Américains 4 siècles plus tard. En s'installant au Québec, ils se sont d'abord installés à Québec, qui signifie rétrécissement de rivière, sur le fleuve Saint-Laurent, de façon à contrôler le goulot d'étranglement qui menait à l'intérieur du continent. Ils ont contrôlé le point d'étranglement avec des canons et ils ont petit à petit développé les technologies leur permettant de s'installer et de se reproduire presque à l'infini. La 5e loi de l'immigration, c'est que quand le pays est à très grande distance, elle permet, le commerce notamment, permet de répandre les épidémies qui viennent de régions particulières. Surtout si les régions qui sont en relation commerciale sont très différentes. On l'a vu avec la peste noire en 1348-1349 qui a tué entre le tiers et la moitié des Européens et qui venaient de l'extrême Asie, de l'Asie orientale. On l'a vu également avec les épidémies qui ont ravagé les 3 Amériques quand les Européens sont arrivés en Amérique centrale, les Espagnols notamment. Et ces épidémies-là se sont répandues à travers les réseaux commerciaux autochtones dans toutes les 3 Amériques et ont détruit les peuples autochtones bien avant, dans la plupart des cas, qu'ils aient vu un homme blanc. C'est les épidémies qui suivaient tous les réseaux commerciaux. À l'époque moderne, il y a des épidémies qui risquent de tuer beaucoup de gens, qu'on pense au sida, à Ebola ou à la COVID-19, et qui se répandent avec les moyens modernes de communication. C'est le commerce qui crée les épidémies qui, elles, détruisent des grandes masses d'êtres humains et qui empêchent donc l'immigration massive. La 6e loi de l'immigration, c'est que les êtres humains, qui sont des animaux tropicaux, préfèrent se déplacer dans des bandes de peuplement parallèles à l'équateur, dans un sens est-ouest. C'est vrai aussi bien pour les Inuits que pour les Européens quand ils ont envahi les 3 Amériques ou la Sibérie, et qui ont fait également la même chose dans la bande de peuplement à climat semblable à l'Europe, qui est dans l'hémisphère sud. On parle de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, etc. Les êtres humains étant des animaux tropicaux, s'installent également de préférence dans le sud des bandes de peuplement dont on parle. La 8e loi, c'est que à très très long terme, les êtres humains ont tendance à se développer, c'est ce qui est arrivé historiquement, ils se sont déplacés du centre des continents où ils faisaient de la chasse, de la pêche, etc., où il y avait des animaux qu'ils pouvaient attraper, etc. Et à mesure de l'augmentation du niveau technologique, ils se sont déplacés du centre des continents vers les côtes, ce qui fait que de nos jours, les principales mégapoles du monde sont installées sur les côtes océaniques ou sur des fleuves navigables qui mènent à l'océan. Il convient maintenant de parler d'un phénomène extrêmement important qui a guidé l'histoire de l'humanité au cours des 500 dernières années. Je parle de l'opposition naturelle qui oppose les puissances continentales aux puissances maritimes. Une puissance continentale a toujours du mal à projeter sa puissance loin de ses frontières, étant donné que pour le faire, il lui faut traverser des déserts, des montagnes, des forêts tropicales et surtout des territoires occupés par d'autres peuples qui, bien sûr, ne laissent pas passer une puissance maritime gratuitement. Les puissances maritimes n'ont pas ces problèmes-là. Étant donné que les êtres humains sont des animaux terrestres qui ne vivent pas sur les océans, une puissance maritime peut facilement prendre le contrôle de 71% de la surface de la planète qui est occupée par les océans. De plus, comme les océans sont plats, de basse altitude, presque sans obstacle, on peut s'y
s'y déplacer en ligne droite dans toutes les directions et on peut s'aider des vents et des courants pour pousser des bateaux à voile, par exemple, jusqu'au bout du monde à un très faible coût. À ça s'ajoute le fait qu'une puissance maritime peut facilement subventionner, contrôler ou se faire des alliés avec tous les pays qui sont situés dans le Rimland, c'est-à-dire tous les pays qui sont situés le long des côtes océaniques. À ça s'ajoute le fait que les puissances maritimes peuvent facilement projeter leur commerce très très loin de leur côte et qu'elles peuvent également s'accaparer du savoir accumulé par les différentes civilisations continentales qui ont du mal à communiquer entre elles. Cela crée un effet de synergie dans leur culture qui en fait des peuples très créatifs et de haute technologie, surtout par rapport aux puissances continentales. Enfin, les puissances maritimes peuvent contrôler les allées et venues et le commerce des puissances continentales en prenant simplement le contrôle, directement ou par alliés interposés, des différents points d'étranglement qui existent sur les océans du monde. Au 21e siècle est venu s'ajouter un autre phénomène qui ajoute encore aux avantages des puissances maritimes par rapport aux puissances continentales. Je veux parler du fait que les technologies modernes permettent de conquérir la troisième dimension. C'est le cas des sous-marins qui peuvent aller se cacher dans le fond des océans où il y a un relief très compliqué et qui peuvent détruire n'importe quel vaisseau qui se promène à la surface plate des océans. Les spécialistes disent que sur les océans, il y a désormais seulement que deux sortes de vaisseaux, les sous-marins et les cibles, étant donné que les sous-marins peuvent facilement détruire n'importe quel vaisseau sur les océans. Il y a également la puissance, la technologie spatiale qui se développe et qui permet désormais de contrôler tout ce qui se passe à la surface de la planète à partir de l'espace. Si ces développements favorisent encore les puissances maritimes, c'est parce que ces dernières utilisent très peu de leur puissance financière pour défendre leurs frontières, contrairement aux puissances continentales qui, elles, sont obligées d'investir une grande partie de leurs ressources pour défendre leurs frontières. C'est le résultat global d'une évolution qui date depuis plus de 500 ans. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à voir ce qui crée la puissance des différentes civilisations et des différents pays du monde. Nous commencerons par l'Europe pour ensuite, dans une autre vidéo, parler de l'Afrique, de l'Asie, etc. Si vous avez aimé la présente vidéo, je vous remercie de mettre un pouce en l'air, d'en parler à vos amis et de lire mon livre si vous voulez en savoir plus sur les bases théoriques de la géopolitique. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.